Silence. Présente-toi. Taïeb Ben Amara, on va dire un peu dinosaure du hip-hop des années 80. J'ai commencé avec le groupe, je m'appelais Bob à l'époque. D'accord, mais on est en quelle année? C'était en 83. D'accord. Voilà, à Toulouse exactement. Et après, ça ensuit un trio avec BBK, c'était Bob, Ben et Kader. Voilà. D'accord. Ça, c'est les premières générations de Toulouse? C'est la première génération, c'est-à-dire la première génération qui s'est mise en groupe, mais déjà qui faisait les démonstrations dehors, qui faisait des spectacles, des démos, des soirées. On avait nos Zulu Funk Party organisées avec Jumbo G. Jumbo G qui fait partie de Zulu Nation, qu'on retrouve souvent. Qui est Zulu King. Ouais, qui est Zulu King, je le retrouve souvent sur le Trophée Master. Ouais, ouais. D'accord, mais toi, tu as commencé la danse, pourquoi tu as commencé la danse? Pourquoi j'ai commencé la danse? Je pense que j'ai pas commencé la danse, je pense que de là d'où je viens, c'est-à-dire le milieu familial, je suis d'une famille avec beaucoup d'enfants, on est 10 enfants, et à l'appartement, il n'y avait pas beaucoup de place, et j'ai vécu une enfance un peu difficile par rapport à l'espace, et par rapport à l'expression. J'étais pas du tout expressif, même inexpressif, même invisible. Donc le hip-hop, je crois que quand je l'ai vu par HIP-HOP, 84. Voilà, ça m'a attrapé, tu vois, et voilà. Sinon, j'écoutais du reggae, j'étais plutôt un peu rasta, un peu, tu vois, je bougeotais, mais c'était funky aussi, très funky. Voilà. D'accord, donc tu as l'air que 84, tu es en plein dans la mouvance. Ouais. Je pense qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de gens qui dansaient à Toulouse. Ouais. Parce que c'était la mode. Ouais, énormément, énormément. Et on se retrouvait place du Capitole. Ouais. Alors que juste à côté, tu as quand même l'opéra. Et c'était très étrange de poser les cartons, qui est les potes qui faisaient du roller, du bicross et des tas de choses où on repiquait de l'électricité, on faisait notre truc à nous. Et tu avais des gens qui sortaient de l'opéra juste à côté, bien habillés. C'était une drôle de vision. Drôle de vision. Voilà. D'accord, mais donc 84, c'est difficile de savoir vraiment qui dansait, puisque on va dire c'est la mode, tout le monde danse. Mais fin 84, là on rentre dans ce qu'on appelle la culture hip-hop parce que l'émission s'arrête. Ouais. Et c'est là où on voit vraiment les vrais. Et c'est un choc pour tout le monde, et c'est aussi un choc pour une poignée de personnes. En tout cas, moi je marchais avec un gars qui s'appelait Ben qu'on croit souvent avec Abdul. Voilà, qui a fait partie des Olympic Stars après, en 89, à partir de 89. Et en fait, on était tous les deux. Puis après, on a rencontré un gars qui s'appelle Yaya, Ahmed Latrèche, et j'en passe, des gens qui... Ça, c'est des gens qui étaient au Mirail? Qui étaient au Mirail, beaucoup au Mirail, mais quand même, on était du Mirail, mais on allait en ville quand même. Ouais. Nous, on s'entraînait, on allait dans la ville, on n'avait pas de soucis. C'est là, il y a le Capitolium, là, c'est pas ça? Voilà, voilà. Et donc, on s'entraînait, on continuait, ce qui était, on va dire, terrible, au-delà de plus avoir de vidéoclips, de choses à la télé qui nous nourrissent, c'est que on se faisait huer, on se faisait presque cracher, jeter des cailloux dans les quartiers où on s'entraînait, où on avait les potes qui dansaient avec nous quand c'était la mode et qui nous disaient mais faut arrêter, maintenant faut être sérieux, faut être une famille, et nous on ne comprenait pas, mais on n'avait même pas encore nos soirées Zulu Funk, on les a fait à partir de 87. Mais entre-temps, ta famille, ta mère, ton père, ils te voient danser, ils en pensent quoi? Ils en pensent, ils disent, ils dansent, ça va passer, c'est comme une petite maladie, ça va passer, tant qu'ils ne fassent pas le con, ils savaient comment j'étais, je suis plutôt un gentil, je suis pas, voilà, et donc, sauf que je traînais dehors, en ville, avec des gens des fois pas très fréquentables, je parle pas des gens de hip-hop, je parle des gens qui sont autour, tout ça. Par exemple, pour danser, j'allais dans des boîtes où il y avait du funk, c'était des boîtes gays. Ouais, je sais même pas. C'était des boîtes afro-antillaises, où il y avait du son, des fois il y avait des DJ où on apprenait beaucoup. Donc moi j'ai appris, et ainsi que Ban et Kader, on allait dans les boîtes, on allait dans les caves où tu avais de l'afrobeat, tu avais du jazz funk, de la fusion. Donc on a appris la danse, puisqu'il n'y avait plus l'émission, on allait là où il y avait du son,
et on était payé souvent avec un coca et 2, 3, 4 pailles. Et pourtant, on était en train de se déchirer pendant que les gens... Mais... Tu vois, ça... Je vois, mais à partir de 84-85, vous n'avez pas cherché à savoir ce qui se passait à la maison mère, c'est-à-dire Paris? Ben, alors, on est allé à la maison mère grâce à un gars qui s'appelle Jumbo, parce que Jumbo était un des rares gars en France, et en tout cas à Toulouse, qui allait aux États-Unis, à Venice Beach. Et c'était un gars qui faisait beaucoup de roller. Donc là-bas, il nous montrait des photos, hélas pas de vidéos, mais des photos où on voyait des gars avec des coupes de malades, on recopiait, il nous montrait des phases, des glissés, des slides, mais il me laissait de le faire, mais il ne le faisait pas très très bien. Donc on lui disait, mais putain, vas-y, tu vas en Amérique, vas-y. Parce que lui, il bossait beaucoup, lui, il était sérieux, il bossait, il gagnait de l'argent, et tout son fric, il le mettait pour passer un mois là-bas. Et donc quand il revenait, c'était juste le bonheur. Et donc il nous ramenait des choses. Et voilà ce qu'on avait comme raccord. Donc avec lui, des fois, il a pu nous aider pour nous payer les billets, j'avouerai. C'était comme un grand frère. Et il nous a menés au Globo. Au Globo à Paris. Voilà. C'est là où j'en sais. Et donc là, on allait, et qu'est-ce qu'on allait défier. Bien sûr. Donc j'ai défié les Street Kids, j'ai défié les requins vicieux à une époque quand c'est passé aux requins vicieux et avec les spécialités qu'on avait. Mais c'est vrai qu'on m'a dit, mais tu es inconscient. Tu sais qui c'est que tu as en face de toi? Je dis, moi, tu vois, j'étais fou. Et je sais que des fois, il y a failli avoir des bastons. Bien sûr. Voilà. Mais ça faisait partie du jeu, mais c'était par la danse. Et je suis heureux parce que bon, à Toulouse, on me connaissait, voilà, c'était Taïeb, par-ci, par-là. Il y avait du son, j'étais là. Il n'y avait plus de son, j'étais encore là. On t'appelait pas Jazzy Pop? C'était Jazzy Pop, c'était Bob, c'était Rasta, parce que j'étais, voilà, donc c'était un peu tout ça. Voilà. D'accord, mais à cette époque-là, en fin 84, quand à un moment donné, le hip-hop n'est plus la danse à la mode, à cause des médias, il reste qui que tu vois danser Ban. Ouais. Kader. C'est tout. Il n'y a personne d'autre? Non. C'est là que quand tu me dis... C'est-à-dire qu'on avait le trio, et après, ce qu'il y avait, c'était des épiphénomènes, des personnes au mirail. Amel Latrèche, de temps en temps, quand il se réveillait. Yaya, quand il osait ne pas faire que draguer. Tu vois, c'était pas des personnes qui se mettaient ensemble pour faire de la choré, des shows. Mais nous, on avait si tu veux, on avait l'appui en 86, on a commencé par exemple à donner des cours à Toulouse, des premiers cours de danse hip-hop. Putain, en 86. Voilà, en 86. Parce que les seules personnes que je connais qui donnaient des cours de hip-hop... Ça n'existait pas? Il n'y a que peut-être 2 personnes. Je dirais toi et peut-être Yasmine Ramadi, je crois, quelque chose comme ça. C'était le danseur de HB2. Ouais. Lui aussi, il donnait des cours très jeunes. Bon, c'était des... Yasmine Ramani, je crois. Ouais, mais c'était je veux dire, on était en avant parce qu'il y avait personne. Mais quand je dis personne, c'était que... Voilà, mais c'est-à-dire qu'il y avait des personnes, mais on se voyait en boîte, on se croisait, mais il n'y avait rien de suivi. Et nous, c'était 84 en fait. Moi, j'étais en CAPN de mécanicien ajusteur. Et j'étais à fond dedans, mais j'étais à fond dans le dessin aussi, dans le graphe. Donc je mélangeais un peu tout ça. Mais en fait, je commençais à gagner des sous avec un chanteur. On travaillait en boîte. On se débrouillait, on gagnait 3 trucs. Mais tout ça, tu arrives à l'avoir parce que tu étais un peu parrainé par plein de gens qui disaient que tu étais le danseur en fait. Mais parce qu'il n'y avait personne. Je pense pas que j'avais spécialement du talent. Des gens disent mais c'était des gens de la danse classique contemporaine. Mais je veux dire, on avait que ça, mais on avait un feu quoi. Il y avait un son, je te dis, on dansait, et à la fin de la soirée en boîte, il n'y avait plus de son, on était encore là. Parce que ta génération 85-90, c'est Mantronics. Voilà. C'est cette génération-là. Voilà. Toi, à partir de 85, avant 87, est-ce que tu vas quand même fouiner au Mirail et dans les quartiers avoisinants de Toulouse pour voir s'il y a d'autres personnes que... Je vais te dire, nous, on dansait dès 83, Bellefontaine, Rennery, La Farouette. J'ai même eu découvert des jeunes où j'ai poussé. Il y a un bac qui s'appelle CRX et je me rappelle plus son nom. Enrique, voilà, qui m'a rappelé qu'il était tout petit à La Farouette, mais vraiment c'était un petit mioche, et que je lui ai donné un coup de pied au cul. J'ai dit vas-y danse, parce qu'on était 3 ou 4 à danser.
Et il s'est mis. Et plus tard, il m'a dit merci. Alors je trouve ça juste génial, tu vois. Donc il y a eu des... Mais comment dire, on est allé au Mirail, on allait partout. Partout, il y avait le béton, on était là. Parce que Mirail, ça craint quand même le Mirail. Oui, mais si tu veux, on était des dieux là-bas. Ouais. On est arrivé, on était chez nous, on était respectés pour ça, parce qu'on était là et on lâchait pas. Et on mettait du son, et donc tu avais par exemple une jeune fille qui s'appelait Soraya, qui dans des garages, pendant qu'on s'entraînait dehors, elle faisait des trucs à la Fame un peu, jazzy. Et donc on se mélangeait, on échangeait, elle avait des guêtres et tout, c'était comme ça, et on mélangeait des choses. Donc un gars qui s'appelle James aussi, James Carl, qui a maintenant le centre chorégraphique, une école de formation à Toulouse. Mais c'était des gens, on se mélangeait, mais c'était pas des gens qui étaient, on va dire, dans la forme hip-hop, du break, du smurf, pur et dur. C'est les danseurs. Nous, on n'était que dans ça. Après, on a eu accès à d'autres types de danse, classiques, contemporaines, etc. Donc, ça a vraiment roulé, mais on avait faim de danse. Tout ce qui pouvait nous donner une occasion de dire, vas-y, je te conseille. Même pour te dire, en 85-86, on a fait peut-être l'une des premières chorégraphies à part traction avant et les B3, les 3B, voilà, voilà, sur des mélanges, trucs, tu vois, chorégraphiques, on avait déjà ça. Mais en même temps, on n'a rien demandé. C'est des chorégraphes qui nous ont dit, venez, je vais vous montrer un truc, on va monter un truc. Nous, on voulait quoi, danser. Et on aurait payé pour danser. Heureusement qu'aujourd'hui, on est un peu payé pour ça. Mais c'est nouveau. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80 jusqu'en 90, on n'était pas payé pour danser et on se faisait très mal. Et aujourd'hui, ce que je trouve un peu déplorable, c'est qu'il y a plein de super bons danseurs avec beaucoup de talent, mais quand ils dansent, presque, il faudrait leur faire des ponts d'or, le tapis rouge, et donner des conditions incroyables, alors que nous, on était là juste pour le juice, quoi. D'accord. Nous, on se croise dans quelle année? On se croise exactement, je vais te dire le jour, le 6 décembre 2007. 6 décembre 2007. Et je vais te dire pourquoi, parce que... On s'est pas croisé avant? Non, avec Koj et Sledge, qui sont des amis qui étaient du groupe RCA, que j'ai connus et qui te connaissaient un peu, qui m'ont dit, écoute Ayeb, tu es là, tu danses, je dansais à l'Olympia de Paris pour une chanteuse, entre autres. Donc on s'est retrouvés à la sortie des artistes. Tu étais là avec ta casquette, je crois qu'il y avait un petit truc en dessous, et petit blouson bien habillé, super classe, petit jean, belles chaussures, et on est allés tous les trois dans une soirée DJ, et je t'ai vu danser. Et je t'ai vu finalement danser parce que je savais que tu étais le meilleur smurfer de... Non, c'est peut-être pas 2007, c'est peut-être 87 alors. 87, pardon. Ah oui, c'est 2007. Pardon. 87. Oui, c'est impossible. 2007. Non, excuse-moi. Le voilà, 6 décembre 87. Voilà. Exactement. Parce qu'on a joué le 4, 5, 6, 7 décembre. Ça, je me rappelle, c'était une occasion énorme. Donc on s'est rencontrés, on a dansé et moi j'ai... Parce que toi, à l'époque où moi je te croise, toi, tu es déjà un danseur professionnel, tu es un artiste. Déjà, ouais. Moi, je suis un petit jeune qui danse, mais t'es déjà grave en avance par rapport à moi. Tu avais compris beaucoup de choses. Ben, c'était comme ça. On n'y peut rien, tu vois. C'était notre chemin. Mais moi, je me rappelle que quand tu dansais, c'était juste du vide qui se mettait autour. Et ça me rappelait des trucs que moi, hélas, quand je dansais, je ne comprenais pas. Je dansais quand je me lâchais. Putain, il y avait personne qui dansait autour. Ou après, je ne comprenais pas. Non, donc, quand je t'ai vu, j'ai reconnu plein de belles choses en toi. De cet esprit qui, voilà, comme un animal. D'accord. Vraiment. Et je me rappelle même que j'ai porté ta veste en jean. Exactement. Avec Graffé qui existe encore, je ne l'ai pas là avec moi, mais je me rappelle, tu avais surkiffé, elle t'allait très bien. Je ne sais pas si elle te va maintenant, mais... elle était jeune. Parce que toi, contrairement à ma génération, tu es quand même quelqu'un qui a su garder beaucoup d'archives, beaucoup d'informations de ta génération. Ouais. Le TZL, par exemple, on était abonné au TZL, c'est The Zulu Letters, ouais. Où on était abonné partout en France et on avait la chance de savoir ce qui se passait à Paris. Et au niveau de la culture hip-hop, tu avais les graphes, tu avais les rappeurs, Lionel D, Johnny Go. Voilà, on était au courant de ça, mais parce qu'on n'avait pas l'occasion de monter à Paname.
Voilà, donc on était au courant. Et puis il y a eu même une fois Kun Candy, les IZP qui sont descendus. Crazy Jam et quoi. Voilà, avec Ned qui à l'époque était meilleur breaker de France, qui est venu. Et on a fait un battle dans une petite salle très gentille avec Dynasty qui venait régulièrement, qui comprenait comme il faut. Voilà, et j'ai eu le bonheur de gagner devant Ned. C'était quand même énorme. Et c'est vrai qu'à cette époque-là... Mais avant d'arriver à cette époque-là, à un moment donné, tu as décidé de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait à cette époque-là, créer un événement. Ouais. On est en 87. Et en fait, cet événement, c'était grâce à Ned qui est de Troyes et qui est un Mauricien juste extraordinaire, un grand ami, qui après avoir vu, à mon avis, toutes nos soirées, le jus qu'on avait à Toulouse, parce qu'en France, il ne restait plus beaucoup de lieux où ça te donnait envie. Pour information, il y avait par exemple des gens qui ont été très célèbres après, qui s'appelaient à l'époque les Massilia Sound System. Il y en a 2 qui sont devenus les IAM. Ouais. Voilà, qui dansaient avec Shuriken, et donc ils venaient dans nos soirées. Et avant eux, il y avait les MCB. Voilà, Marseille, et par exemple KDD aussi, qui sont devenus célèbres en rap. Ouais. C'était par exemple Ange B. Ça. Voilà, Ange B qui est devenu Fabuleuse Troubadour, il a pris le beatbox chez nous, dans nos soirées. Et c'était vraiment le lieu où il se passait des choses, où il s'est transformé. Donc grâce à ça, Ned et Jumbo et tout ça, on l'a aidé à monter l'événement qui était le premier concours à l'époque, on appelait international de breakdance, ouais. Avec 11 pays, voilà. Et ça s'est fait dans une discothèque qui s'appelait la Locomotive à Paris, à Troyes, ville de Troyes. Et on a passé une semaine ensemble dans la villa de Ned, où ses parents sont partis, et tous les battleurs, on va dire, étaient là ensemble. On a mangé ensemble, on s'est entraîné ensemble, on a même dormi ensemble d'une certaine façon, et on a passé 2 jours avec des sélections. Mais qui a financé ça? Qui a financé ça? Bon, il y avait des sponsors privés comme du champagne, on était dans une région de Champagne, et j'ai eu le bonheur, Ned m'a dit, écoute, comme tu es danseur professionnel, tu n'as pas un peu de thunes, j'ai mis à l'époque 1500 francs, 10 000 francs, c'est-à-dire 1500 francs, c'est-à-dire le prix qui a été donné au premier, c'est-à-dire Maurizio est parti avec l'équivalent de, pour aujourd'hui, je sais pas, un truc pour 20-30 000 euros. Il a eu ça pour lui, et Ned me l'a jamais rendu, mais je sais que j'ai financé ça, mais c'était vraiment, voilà, c'était du haut niveau. Et je crois qu'il fallait placer ça, c'est-à-dire que dans le contexte, quelques années avant, quand on gagnait un concours, on gagnait un t-shirt, on gagnait un Walkman, on gagnait 3 merdouilles, et là on a dit attends, on va placer l'eau, et la coupe qu'il a gagnée, j'ai encore des photos, la coupe, c'est une coupe à des... très cher, très cher, une vraie coupe. Mais c'est bizarre quand même que tu as réussi à mettre cet argent-là, parce qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de danseurs qui vivaient de la danse. Mais c'est très simple, c'est que moi, ma nature c'est généreux. Tu es généreux. Moi je suis généreux, point. Je te le dis. Donc j'avais de la thune, et je vivais chez mes parents, donc je faisais des spectacles où en 1 heure, je gagnais plus que mon papa, qui était maçon, gagnait en 1 mois. Putain. Tu vois un peu la logique, le truc, voilà. Donc je gagnais un fric, je me sapais, j'achetais des survêtements, j'avais tout, je mangeais à la maison. Donc j'avais de l'argent, je ne savais pas quoi en faire. Donc il m'a dit, je lui ai donné de l'argent. Il faut bien le faire. Donc ça veut dire que c'est peut-être à ce moment-là que tes parents t'ont dit, ah finalement la danse c'est bien. Ben oui. Oui, parce que j'ai des salaires, j'ai beaucoup voyagé, et je sais que par exemple un truc qui s'est passé en 88-89, j'ai commencé à travailler en Italie beaucoup, et je suis parti de tout. Il y avait souvent Mauricio là-bas, non, il y avait souvent Junior Almeida. Voilà, Junior, il commençait à venir, en fait, Junior commençait à venir, car j'ai ouvert les premiers cours de l'école de James Carl, de hip-hop, et en fait j'ai commencé là-bas, et puis après James il a fait venir Junior. Parce que Junior, il me disait, quand je parlais avec lui, il me disait que dès 84-85, il partait déjà en Italie, mais peut-être qu'il n'était peut-être pas dans la même ville, peut-être. Ah non, moi je te parlais de Toulouse, hein. Ouais. Voilà, par rapport à Toulouse, qui venait à Toulouse. Ah ok, sinon en Italie, bien sûr, qui vient depuis sûrement on très s'est mal compris, voilà. Non, on n'a sûrement pas dans les mêmes endroits. Parce que comme il va regarder la vidéo, j'ai pas envie qu'il tombe dessus. Junior,
tu sais le respect que j'ai et je t'aime très fort. C'est vraiment, il n'y a pas de souci. Tu partais en Italie, mais on ne partait pas dans les mêmes endroits. Dommage, j'aurais vraiment aimé parce que je pense qu'on aurait fait des choses de dingue. Très bien. Ouais. Donc toi, ce battle-là, parce que c'est un moment important pour toi, parce que ça va te valider en tant que danseur déjà pour commencer. Ouais, ouais. Et en plus de ça, ben, tu deviens organisateur. Voilà, organisateur, mais organisateur malgré moi. C'est-à-dire que on est dans une époque où on se prend en main, on fait les choses. On ne sait pas comment elles sont, mais on fait les choses. C'est-à-dire que, par exemple, les passages un après l'autre. Jumbo, on l'a inventé sur des systèmes de Fédération française de danse, de critères, et ainsi que des choses autour du sport, de chrono. Les passages, on faisait des passages, regarde bien, en 15 secondes. Tu as vu aujourd'hui les passages ? C'est énorme. Les phases qu'on faisait, c'est on faisait des enchaînements, on faisait des top rock, des prépas, tout ça, et on faisait des figures de quoi, comme je dis, les power moves. On en faisait 2, 3 maximum. Regarde aujourd'hui, ça va très loin. Donc, mais toi, tu connaissais, tu avais déjà le vocabulaire, les mots, oui. Tu avais déjà tout ça, toi ? Oui, oui. Mais très légèrement, parce que si tu veux, les Américains ne sont jamais venus jusqu'à Toulouse. Ouais. Donc nous, on prenait des mots à Paris, mais on voyait dans les films, mais c'était pas, on ne s'attachait pas à ça. Mais on savait ce que c'était qu'une figure, les coupoles. À Marseille, on appelait ça le moulin à vent, par exemple. Avant, ouais, tu vois. Donc, mais on avait les mêmes choses, tu vois. On avait les mêmes choses, sauf que les choses sont arrivées très lentement chez nous, mais grâce à Ned, grâce à Xavier, grâce à Gabin qui est venu aussi un peu dans nos soirées. 2-3 fois il est venu dans nos soirées à Toulouse, mais chaque fois j'étais en Italie. Et j'ai jamais eu l'honneur d'être dans les soirées avec lui. J'aurais bien aimé parce qu'on se serait bien... Mais il me semble que je t'ai croisé ensuite en 2001 à Belfort ou en 2007, tu as raison. Dans le sud de la France, pour un grand festival près de Nîmes en fait, à l'Est exactement. Et moi, je faisais une conférence dansée sur l'histoire du mouvement hip-hop. Et toi aussi, tu repassais quelque chose sur le hip-hop et tu présentais. Et il y avait un battle et tout ça. Et on s'est vu à ce moment-là. Je me rappelle, je me suis présenté devant toi et t'as pas trop su comment, pourquoi. Et moi quand je t'ai vu, je me suis rappelé de toi, même que tu étais tout jeune. Pour moi, tu n'avais pas changé. D'accord. Mais toi, entre-temps, entre 85, 86, ces années-là, est-ce qu'entre-temps, tu as vu des gens émerger au niveau de la culture hip-hop au sein de Toulouse ? Oui, il y a eu progressivement, Abdoul a commencé à finalement être dans les cercles. Ouais. Parce que Abdoul, par exemple, m'a dit dernièrement qu'il dansait depuis longtemps, qu'il avait les Olympic Stars. Et moi, je lui dis, mais moi, je t'ai jamais vu danser devant moi, dans nos soirées. Tu es dans les cercles. Dans les cercles. Danser, s'entraîner, je ne l'ai jamais vu. Donc je le crois, parce que vraiment, il dansait. Et donc, le concept d'Olympic Star et tout ça, le truc qu'il a fait après, c'était juste énorme. C'était un grand boulot qu'il a fait. Olympic Star, c'est né en quelle année, tu penses ? Pour moi, c'est né en 89. Parce qu'à chaque fois qu'on parle des anciens à Toulouse, c'est toujours 3 noms qui reviennent. Ouais. Le tien, Bam et Abdoul. Et ouais, c'est ça les noms. Et ensuite Enrique. Les premiers noms, c'était Ban et moi. D'accord, non, c'est pour commencer. Après, mais quand je parle, qui ont commencé à monter des choses en termes de spectacle, de show. Je ne dis pas qui existait et qui dansait. Je ne me permettrai pas. Mais après, Bougalou était là, plus d'autres noms, mais après qui sont partis. Donc Kader Assabi, dit Bougalou tout, et qui était un monstre en loc. C'était juste énorme, quoi. Et on a beaucoup kiffé, mais on a travaillé de la chorégraphie. On s'est cassé la tête à montrer des trucs ensemble, de monter des shows, à faire des concessions, à faire un pas à droite à gauche, tu vois, être sur le son alors qu'on était des freestylers, quoi. Ouais. Tu vois, et tu allais dans les villes avoisinantes, je sais pas, peut-être vers Lyon, Grenoble, enfin, non ? Non, on allait à Paris défiler et on revenait à Toulouse. Et voilà. Prendre des infos aussi, peut-être. Montauban, tout ça. À mon avis, il se passait pas grand-chose parce que les gens savaient ce qui se passait à Toulouse. Et tu sais Toulouse, comment c'est les trucs ou comme à Paname, tu es à Troyes, tout ça, tu viens là-bas parce que c'est là-bas que ça se passe. Ça ne veut pas dire que les gens ne dansaient pas, vraiment. Mais sauf que le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir si les gens dansent, sauf qu'il y a des événements. Des rendez-vous. Il faut qu'ils soient là. Et c'est des rendez-vous, c'est un peu comme les rendez-vous que toi, tu animes souvent, les battles. Je parle
quand c'est dans la lumière, mais aussi après, tu dis, t'es là, eh ben, montre-le, quoi. Mais montre-le, vas-y. Je veux dire, le cercle, c'est un espace du possible. Et le problème, c'est que le possible, les jeunes ne le veulent pas. Alors qu'il faut le prendre, le possible. Ouais. C'est pas en parlant, en discutant, en s'entraînant, en faisant des pompes, ça sert à rien. Et puis surtout, il faut se mettre en danger. Et moi, ce que je peux dire aussi, c'est qu'à l'époque, c'est qu'on ne faisait pas des combinaisons. Ça n'existait pas, les combinaisons. Non, je parle des passages. Quand tu as des battles, le gars, tu le vois qui fait ça, 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 ça. Voilà. Et le problème, c'est qu'il n'est pas sur le son. C'est qu'il est dans son délire. Parce que toi, tu es un vrai danseur, c'est-à-dire que t'aimes pas que le hip-hop, tu aimes la danse africaine. J'aime tout. Voilà, j'aime la danse avec un grand D, c'est-à-dire que quand la personne est là, il ose se mettre là, et il y a le son, il doit être magique. Il doit faire que la musique soit dans lui, il se passe un truc. Et que peut-être il ne sait pas ce qui va se passer, et que là, il nous régale. Parce que tu es une des rares personnes qui a réussi à avoir un document des années 80 bien filmé, notamment ton événement, tu vois. Parce que nous, à l'époque, parce que tu es un peu plus âgé que moi, donc pour mon époque, ben, on dansait, mais on théorisait pas ce qui se passait autour de nous. Bien sûr. On vivait le moment. Il y a peu de personnes qui filmaient ce qui se passait. Et toi, tu as réussi à filmer quelque chose quand tu étais jeune. Et je l'ai vu, moi, ton document, c'était magnifique à voir. Mais je ne l'ai pas filmé parce qu'il y a des gens qui avaient les moyens et ça s'appelle les parents. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dû subventionner une grosse caméra d'avant toute jaune, là, avec la grosse cassette VHS. Ouais, ça. Et par exemple, les appareils photo. Je me rappelle, dans la soirée, il y a juste FaZe qui avait son appareil photo. Tu parles de FaZe, tu parles de Phase. Phase, voilà. Phase de TSB. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça. Dédicace à toi, mon frère. Qui était là, il a fait des photos. Moi, j'avais un appareil parce que j'avais l'argent. Et ma sœur, elle faisait les photos. Et je me rappelle même que Mauricio a volé des bobines. C'était les bobines, les pellicules. Il m'a volé à ma sœur plein de bobines parce qu'elle m'a mitraillé. Il a pris ça et il a pris ça sur lui. Mais c'est pas grave, je le retrouverai. Mauricio, ti ritroverò. Guardami, adesso parla italiano. E ci facciamo un incontro a Torino, a Tolosa, dove vuoi. Non, mais c'est vrai, mais il a droit de piquer ça, c'est ses images. Et il nous a régalé. Je me rappelle, j'étais assis là, je voyais à quelques mètres, c'était un truc d'un niveau... Mais moi, je trouve que tu es quand même un des rares anciens que j'ai croisé dans ma vie, avec une patate de ouf au niveau de la danse. Il y a un cercle, tu rentres, tu danses, tu te poses pas de questions, tu accompagnes les jeunes, tu as un putain d'exemple. Même pour moi, tu as un exemple de malade. Parce que la première fois que je t'ai revu vraiment, on a parlé, c'était à Albi, l'année dernière. Il n'y a pas longtemps. Ouais, et moi, je me suis dit, ah ouais, putain, le mec, c'est une référence, quoi. Il y a même pas... Et quand j'ai parlé avec toi, bon, j'ai vu que tu connaissais tout, évidemment, mais surtout, j'ai regardé ta mentalité avec les jeunes de ta région. Et j'ai vu que tous les jeunes de ta région te respectaient. Parce qu'il y a aussi l'humain aussi. Tu as un rapport humain qui est fort aussi avec les gens. Mais moi, ce que j'ai appris... J'ai vu, hein, je te regarde. Mais je me suis arrêté à ça, c'est-à-dire que, comme tu dis, tu regardes. Moi, je regarde beaucoup. Et ce qui m'intéresse, c'est pas la mousse dans la bière. C'est le fond. Et la superficie, quand on est là, quand on danse, c'est bien. Mais il y a aussi les cadeaux qu'on fait aux autres. Il faut partager. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des danseurs que tu aimes bien en ce moment? Alors, un gars que je respecte énormément, mais je respecte parce que je savais même pas que ça pouvait exister, c'est Thias. D'accord. Voilà, tout simplement parce que la première fois que je l'ai vu dans un battle à Toulouse, un gros battle. Trophée Master peut-être. Il y avait Sydney. Trophée Master. Ouais, Sydney, voilà. Master. Et j'étais en tant que spectateur et j'étais dans une dimension plus contemporaine. Donc je regardais le hip-hop un peu, mais juste presque comme souvenir. Et je l'ai vu danser, surtout je l'ai vu se préparer, bouger. J'ai vu la musique essayer de le suivre. C'était une hallucination. C'est-à-dire que je dis, le gars, il peut faire ce qu'il veut, j'achète, je prends. Et je trouve que c'est le summum. Après Junior, notre Junior, et voilà. Brunson. Voilà.
Il était venu à Toulouse en 2004, je l'ai fait danser contre Luigi. Voilà, donc j'ai vu des choses extraordinaires. Il y a plein de noms. Salah, j'adore. Nelson que j'ai vu tout jeune en pop, qui popait pas encore bien. Je suis trop fier de ces jeunes aujourd'hui qui sont pas très jeunes, mais j'ai bientôt 50 ans, donc je peux me permettre de dire ça, qui sont devenus des messieurs, mais comment dire, ils ont gardé quelque chose qui est brillant. Il y a une lumière quand ils dansent, quand ils parlent et quand ils partagent. Et je crois que jusqu'à ce que je mourrai, j'espère que cette lumière sera là, parce que si elle n'est pas là, je m'arrête de danser. Je vais aller à la campagne, je vais faire pousser les plantes, ou un potager, ou avoir des poules. Hein. Ça, c'est en référence au battle qu'il y a eu Farmer tout à l'heure. D'accord. Voilà. Là, aujourd'hui, tu as participé à un événement, à 50 ans, tu danses encore, tu danses sur la tête, tu breaks, tu es un vrai danseur, quoi. Ben, je suis surtout aussi un homme. T'interprètes, tout, quoi. J'ai travaillé avec des grosses compagnies contemporaines dans le monde entier, les Ballets Célabé, PHette, la compagnie Malka. Je collabore avec des musiciens, des chanteurs, des gens qui n'ont rien à voir avec le hip-hop. Je travaille avec des vidéastes, je travaille avec des gens du monde. Et le délire, c'est que j'essaie que ces gens du monde, ils essayent de comprendre mes délires à moi, où en fait mes délires viennent de ma source, c'est le hip-hop. C'est ça dans le sang. Que je me fasse que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse du Qigong, parce que maintenant je suis prof de Qigong et ça m'a beaucoup apporté d'être centré, posé, tu vois, mais mon Qigong, il est teinté de hip-hop. C'est peut-être une chance. Et c'est pour ça que je peux travailler, par exemple, avec des danseurs pour le Qigong, pour l'amener des choses, parce que je connais et je respecte, mais je vais essayer de les amener sur quelque chose où il faut qu'ils s'ouvrent au-delà de leur seuil, de leur maison, qui est très belle, mais il faut aller dehors, juste un pas, juste ouvrir les yeux et savoir que dehors, c'est pas si dangereux que ça. D'accord. Toi, cette génération, aujourd'hui, cette nouvelle génération de Toulouse, tu connais la plupart des jeunes? Oui. Oui. Les nouvelles générations, pas trop. Abdoul fait un grand travail par rapport au trophée. Il y a aussi Abdel aussi qui orchestre voilà. King School. Voilà. Il y a qui d'autre? Vous avez aussi vous avez quelque chose. Alors Younes, il a une compagnie État d'Esprit, il a monté une école, je suis désolé je ne connais pas le nom de l'école. Il y a Elle Dance, il y a Hip Hop Art. Il y a Bishop à l'époque. Bien sûr Bishop. Alors Bishop, j'ai eu la chance, qui est un grand monsieur de la danse avec des grands délires, et j'ai eu la chance de le voir comme jeune danseur. Je l'ai eu en formation et je pense... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu diras, Bishop, si un jour tu es interviewé. Je pense qu'il y a eu des petites graines qui se sont mises et de délire, et on a partagé un peu de spiritualité. Voilà. Un peu d'invisible. Un peu de. Voilà. Et parce que je crois beaucoup à ça. Voilà. Parce que là, tu reviens d'un voyage en Chine, si tu peux le dire. Voilà, je suis allé avec l'organisation des Temps du Corps, qui est une grosse organisation pour moi, qui est le top par rapport au Qigong en France, et avec Madame Kewen pour finir une formation de 3 ans qui a été dure. J'en ai chié. D'abord, la première année, j'ai failli arrêter parce que, pour plein de raisons, mais d'être avec des gens qui ne viennent pas de la danse et qui ont une façon de bouger pour moi qui n'est pas assez placée, après que ça ne circule pas, mais ça c'était mon point de vue de la première année. Mais j'ai tenu le coup et j'ai appris que j'étais dans le faux et qu'il fallait tenir, et que les gens, même que je voyais ça ne circulait pas, et en fait ça circule à leur façon. Donc j'ai mis beaucoup d'eau, on va dire, dans mon vin, même si j'en bois pas. Et je suis sorti de cette année dans les montagnes du Bhoutan, guéri et transformé, et je suis heureux aujourd'hui d'être présent pour partager ce savoir sur les méditations, sur le rapport à la circulation de l'énergie. Pourquoi faire? Pour durer dans le temps. Parce que c'est ça qui est important. Je trouve que pour ton âge, t'es charmé, quoi. T'es bien conservé, tu danses, t'es vif, t'es pas dans l'ego une seule seconde, tu sais te remettre en question, t'es généreux de ouf, t'as dansé tout à l'heure. Moi je comprends que les gens ils t'aiment, hein, je te dis la vérité. On en serait presque jaloux.
Salopard. mais ce que je veux dire, Tayeb, c'est que, par rapport à Jean-Louis, ce que tu as fait Jean-Louis, c'est magnifique quand même. Je trouvais que comment tu as interprété ton personnage, c'était magnifique, tu étais dans le ton. Gagner, perdre, tu t'en fous. À la fin, tu as pris Léa en tes bras, tu lui as fait un bisou. Enfin, je veux dire, c'est chaud quand même. Ben ouais. C'est fort, quoi. Non, mais il n'y a pas. Mais disons que on peut pas me la faire. C'est-à-dire que je peux pas être autre chose que celui que je suis, et on peut pas venir et être à un niveau supersonique. Je vais arriver, je vais pas mettre mal à personne, mais juste. Tu veux partager, quoi. Je veux partager, et si la personne veut me déglinguer en technique, ben je dirais. Tu peux aller voir des personnes, mais moi je suis là juste pour les gens qui aiment vraiment le hip-hop et pas pour les gens qui s'en servent. Non, j'ai compris. Toi, t'es quelqu'un qui aime beaucoup aussi raconter l'histoire de la danse, un peu pour donner un peu de ton savoir quand même. Ben, disons que j'ai écouté parler une fois. J'ai eu un problème. C'est que comme je te disais que j'ai commencé, j'étais un peu fermé, autiste ou voilà, invisible, jusqu'à l'âge de 24 ans. Ah ouais. Après, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Wes Howard, qui est un grand maître de danse et qui est quelqu'un qui a révolutionné la danse contemporaine en France. Il faut savoir ça. Sinon, on ne peut pas comprendre que ce que je dis, c'est fondé par rapport à ça. Parce que moi, je connais que Montalvo. Enfin, nous, on connaît le contemporain qu'à partir de 95. Ça, c'est bien, c'est très bien. Mais ça, c'est gentil. Moi, je parle des gens qui ont amené la danse contemporaine par Steve Paxton, par la danse contact, par Merce Cunningham, par Trisha Brown. Donc c'est les vrais blasts. Non, mais pour l'époque, c'était comme sinon on était dans l'époque des fous. C'est-à-dire les gens, ils étaient hors pointe. Ils faisaient des trucs de délire. Donc moi, j'ai travaillé avec ce monsieur Wes Howard, avec qui je dois énormément, mais surtout qui était aussi philosophe. Donc ce gars, quand il parlait, je comprenais rien et il croyait en moi par rapport à la danse. Et il m'a dit, je vais t'aider à ce que ta danse existe, mais ta danse à toi. Pas la danse hip-hop, pas la danse que lui fait. Donc déjà, c'est quelqu'un qui te respecte, c'est-à-dire qui sent qu'il y a un truc, mais qui est en train de naître comme un œuf. Il construit, quoi. Voilà, mais pas fini. Et donc, il m'a aidé à devenir, et je suis devenu danseur célèbre, voilà. Mais au-delà de ça, à un moment donné, quand j'ai plus travaillé avec lui, j'ai commencé à ouvrir ma bouche et faire des conférences et tout ça. Mais donc, c'est à un moment donné, parce que une petite anecdote, on était au TCD à l'époque, voilà, de Chrysantamé, qui nous avait invités, qui l'avait invité lui. Et moi, j'étais l'assistant de Wes, parce que Wes Howard, il était... C'est la référence. C'était juste, il disait waouh, waouh, waouh. Donc j'étais là, j'étais vu, je brillais, mais on a formé des danseurs pendant un mois, et à la fin de ça, on avait comme élèves les super danseurs qui faisaient la pluie et le beau temps en danse contemporaine en France. Et ces gens-là, ils étaient placés et on leur enseignait des choses. Et moi, j'enseignais en fermant ma bouche. Et parce qu'il me dit, Tayeb, ne parle surtout pas. Donc lui, il parlait, il expliquait, et c'est moi qui dansais. Il m'a dit, tu vas apprendre, c'est moi qui parle et c'est toi qui fais. Comme ça, ce que je dis, tu le fais. Et comme ce qu'il dit, c'est juste surpuissant, j'étais en mode pression incroyable. Et ce qui s'est passé à un moment donné, Wes, à un moment donné, n'était pas là. Donc j'ai la chance de pouvoir enseigner tout seul, et donc je parle avec eux. Et je leur dis, ouais, vous savez, moi aussi j'ai envie de discuter, de parler avec vous de la danse. Et il y en a une qui m'a juste cassé. Elle m'a dit un truc que je pense, c'est le rêve de tout danseur. Mais je ne savais pas au début, parce que j'avais cet orgueil de vouloir parler. Elle me dit, je lui dis, mais tu sais, moi aussi je voudrais parler, je voudrais vous dire, vous expliquer des notions et tout. Je dis, mais Tayeb, tu comprends pas que toi, quand tu danses, juste tu bouges. On a tout compris. C'est beau. C'est juste, on a tout compris. Donc pourquoi tu veux parler? C'est juste, c'est le top. Et j'ai dit ça à Wes, il me dit, mais elle a raison, c'est le summum. Il m'a même dit, c'est mieux que moi. Même moi, je suis obligé de parler. Donc, mais j'ai du mal encore à réaliser parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un peu comme toi, il faut parler. Ouais. Parler, mais pas seulement dire parce qu'on a la rage, parce que dire pour être entendu, c'est dire pour, comment dire, pour laisser
laisser planer des mots et que ça voyage dans les gens. C'est une résonance par la Et suite. c'est tout, pas plus. Il n'y a rien à imposer. Il y a imposé quand on danse. C'est tout. Le reste, c'est du, comme on dit, c'est du blabla. Mais en même temps, aujourd'hui, il faut poser des mots parce que politiquement, les gens, ils aiment ça, comme ils aiment des dossiers bien faits. C'est pour ça que ce que tu fais, ce que des tas de gens font, et je leur en remercie, vraiment merci pour ce qu'ils nourrissent dans le hip-hop, c'est qu'ils disent, ils se placent, ils gagnent de l'argent, ils gagnent trop de l'argent à mon avis des fois, ils partagent pas assez, mais ils disent, et donc ils sont respectés, ils ont une place, et donc on peut exister. Et donc ces gens-là, il faut qu'ils continuent à parler. Mais il faut qu'ils laissent aussi des jeunes, à un moment donné, parler, même s'ils parlent mal. On s'en fiche. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'ils disent mal, c'est pas grave, mais laissez-les parler, parce que ça va développer des choses d'une confiance en eux. Moi, j'aurais pas eu ça, mais tu vois, aujourd'hui, je suis un peu ému là, parce que c'est ma vie. Et c'est encore ma vie, même si je suis dans le Qigong, mais ton parcours. Voilà. D'accord, le mot de la fin, parce que malheureusement on doit partir de la salle, même si je t'aime énormément. Est-ce que tu peux donner un petit message pour la nouvelle génération? Oui, j'aurais un conseil. Le conseil est que quand vous faites des battles, vous préparez, essayez de vous mettre en danger. Tout simplement. Freestyle, tu veux dire? Même pas en freestyle. C'est-à-dire que les combinaisons, vous les avez. C'est comme si je dis, on met ça dans le panier, c'est du sûr. Maintenant, soyez en relation avec le DJ qui se casse la tête à vous passer des sons énormes où vous dansez sur le rythme, des fois sur la mélodie, sur le chant, sur la basse. Changez, rendez fou le jury qui il attend de quoi? D'être impressionné. Le public, le pop public depuis des années, ils mangent vos spins, vos coupoles, vos power moves. Vous savez quoi? Ils en ont marre. Étonnez-les. Mais en faisant quoi? En dansant, c'est-à-dire mettez-vous en danger, provoquez, soyez vous-même, soyez fragile, soyez poète, soyez ce que vous avez peur d'être, c'est-à-dire des vrais danseurs et pas seulement des gens qui font des battles. Parce que ce que j'ai appris au psy, c'est que dans les battles, en fait, il y a des gens qui font des battles, ce sont juste des danseurs. Et c'est juste, il faut leur dire, vous êtes des danseurs. Merci. Peace. Peace.